On va s'intéresser un peu aux équipes de France. D'abord à l'équipe de France de rugby à 7 qui se met en position du côté de Los Angeles avec une poule tout à fait à son niveau. On parle notamment de la Grande-Bretagne, de l'Argentine ou de l'Espagne. L'équipe de France qui est du côté de la Californie depuis le début de la semaine. Et nous avons passé du temps avec Jérôme Darret qui a répondu à quelques questions au micro Sud Radio. Avec Jérôme Darret, sélectionneur de l'équipe de France de rugby à 7. Bonjour Jérôme, bonsoir. Ouais, bonsoir. C'est une semaine d'entraînement du côté de Los Angeles avant le tournoi. Quels objectifs pour l'équipe de France pour cette étape américaine ? L'objectif il est clair, toujours continuer à construire. Voilà, on ne se trompe pas d'objectif. Notre objectif c'est Paris 2024. On a envie de bâtir une équipe performante pour les JO. Donc on est dans cette phase-là avec des joueurs confirmés et d'autres joueurs entrants, pour continuer à amener un peu plus de consistance et de régularité dans notre performance dans un championnat qui est très solide quand même. Est-ce que ce début de saison très positif, cette 4e place, vous met un peu plus de pression, vous change un petit peu le statut de l'équipe de France au regard des autres ? Non, on est très content, on est en train de se mettre dans la roue là, et puis on va se servir de l'inspiration des plus grosses équipes là, s'inspirer un peu de leur grande performance et de s'habituer à affronter le top 3 mondial pour continuer à grandir. Alors, phénomène quand même particulier, il devrait pleuvoir pour ce tournoi, notamment ce samedi, pour ce tournoi à Los Angeles. J'imagine quand on prépare un tournoi à Los Angeles, on prévoit pas forcément la pluie ? Non, c'est sûr, là on s'adapte, on va faire que des chandelles et des molles portées. Non, je rigole, mais mais oui, on s'adaptera au climat, hein, forcément. On a des conditions extrêmes des fois, on va s'adapter. Là, c'est pareil, il va faire froid, il va pleuvoir, mais je pense que dimanche il va faire très très beau, donc ça nous permettra de bien peaufiner les choses, d'être très concentré, très précis sur notre jeu, très optimal sur les phases d'affrontement pour bien préparer le day 2. Le jour où il faudra aller gagner un tournoi et où il fera très beau, j'espère. Il y a un groupe de l'équipe de France, comment vous le jugez ? Quel regard vous portez sur vos adversaires et aussi cette journée qui va commencer très tôt pour vous, à 9h30 il me semble, du côté de Los Angeles, donc pour le premier match de poule. Le niveau il est très homogène, on va jouer les Espagnols, les Argentins, la Grande-Bretagne, c'est des équipes expérimentées du série. Les Espagnols, il y a pas si longtemps, ils ont gagné les All Blacks, la Grande-Bretagne a fait un très bon tournoi le dernier en date, et puis l'Argentine, c'est une équipe qu'on connaît très très bien. La dernière fois qu'on les a joués, on les a battus, mais ils enchaînent fort là, depuis quand même 2 ans, et on sait que ce sera 2-3 ou de grosses performances à faire face à ces équipes-là. C'est chose récurrente et continuelle dans la série maintenant, puisque même la plus petite équipe mal classée du série peut battre n'importe qui maintenant. Voilà donc que Jérôme Darret et on évoquait les conditions climatiques du côté de Los Angeles. C'est vrai que le rugby à 7 demande des bonnes conditions de jeu, un peu plus que le rugby à 15 forcément, puisqu'on est sur de la vitesse, sur de la gestion de l'espace, tous ces facteurs là qui sont plutôt qui correspondent plutôt à un rugby sous beau temps et pourtant effectivement il pleut du côté de Los Angeles. C'est un phénomène quand même assez rare, il fait même froid, il a fait très froid, il y a même eu de la neige aux abords du signe Hollywood. Non mais c'est du jamais vu, hein, pour tout vous dire, en Californie, ce que nous disaient d'ailleurs des habitants de longue date ici, les Bleus qui étaient auprès du signe Hollywood hier et qui ont pu voir des restes de neige qui étaient tombés dans la nuit, pour vous expliquer à quel point l'équipe de France va jouer dans des conditions difficiles, ce qui va forcément du coup accroître un secteur de jeu qui n'a pas été toujours parfait ces dernières semaines, même si il y a un match référence face à l'Australie. C'est un secteur de jeu et qu'il faudra absolument surveiller. On écoute Stéphane Parez, le joueur de l'équipe de France. La défense sera le point clé. Si on arrive à retrouver une défense qui étouffe l'adversaire sur les 14 minutes, je pense qu'on peut, comme contre l'Australie exactement, on va pouvoir renverser toutes les équipes qui vont se présenter à nous et voilà. Après offensivement, je trouve qu'on a quand même des grosses qualités. On a rarement été aussi fournis, donc le point d'honneur il est sur la défense. Et Stéphane Parez qui était entouré de jeunes de l'école de rugby du Papeete Rugby Club qui avait fait le déplacement de l'île de Tahiti jusqu'à Los Angeles pour suivre les Bleus. On remercie d'ailleurs l'encadrement de l'équipe de France pour cette façon d'ouvrir aussi facilement et aussi clairement l'accès aux joueurs de l'équipe de France pour les médias et pour les suiveurs. Un tout petit mot très rapide, cette 4e place mondiale, elle est pour l'instant dans les mains de cette équipe de France. Elle est quand même assez exceptionnelle, Julien Thomas. 4e nation mondiale pour le moment depuis le début de la saison.
Oui, le monte en puissance, c'est surtout une équipe de France qui, pour les avoir vus à Dubaï sur le tournoi, honnêtement, qui Tu y impressionne, étais, qui hein. commence à... Oui, oui, j'y étais, notamment pour jouer avec des anciens joueurs en parallèle sur les terrains annexes, mais donc du coup, on a participé à cette équipe de France à 7 et c'est quand même c'est des Formule 1. Hein. C'est vrai que les conditions climatiques vont jouer beaucoup sur les performances de certaines équipes. Et je pense que l'équipe de France peut s'adapter peut-être à ce climat que tu disais, pluvieux et plutôt froid. Maintenant, la quatrième place, c'est une équipe de France qui se construit et que je trouve que par la fédération vraiment met en place de plus en plus la performance portée vers le 7 et qui sert aussi au 15. C'est ça que j'aime bien. Ouais, effectivement, pour cette équipe de France. Passons sur le rugby à 15 avec il y a un petit France-Écosse dimanche. Évidemment, ce sera sur Sud Radio avec François Trio et Daniel Herrero en direct du côté du Stade de France. Aujourd'hui, il y a eu l'annonce de la composition des Bleus. On va pas vous écréner les noms parce qu'il y a eu un seul changement contraint, c'est celui de Winnie Antonio qui est suspendu, qui est remplacé par Mohamed Awas, titulaire. Mohamed Awas. Écoutons justement Fabien Galtier cette semaine en conférence de presse qui s'explique sur cette absence de changement régulier du côté des Bleus. On l'écoute, il y a beaucoup de choses à dire je pense sur cette conférence de presse de Fabien Galtier. Depuis 4 ans maintenant et 33 compositions d'équipe, notre équipe de France a remporté 80% de ses matchs, sort d'une série de 14 victoires consécutives. Les joueurs qui la composent et qui ont été associés ont prouvé qu'ils étaient tous capables de relever tous les défis, n'importe quel défi. Et donc la défaite peut être, entre guillemets, synonyme de sanction. Et qui dit sanction dit changement. Nous avons jugé qu'il n'y avait pas de raison de modifier cette composition d'équipe, hormis, vous l'avez dit, Winnie Antonio qui est suspendu pour 2 matchs. Tous les joueurs qui sont alignés sur cette composition d'équipe méritent de porter le maillot parce qu'ils sont venus le chercher. Ils sont venus chercher ce maillot. Mais alors, du coup, on peut se poser une question, quand même, Philippe Spanghero, Julien Thomas, on va en parler dans un instant, mais d'abord, on va écouter de nouveau Fabien Galtier. S'il n'y a pas de changement en équipe de France, est-ce qu'il y a de facto la fin du principe de concurrence? On écoute le sélectionneur. Le sujet de l'émulation et de la concurrence, elle existe. Elle existe puisque si vous regardez un peu notre feuille de route et notre composition d'équipe, nous sommes à une moyenne d'âge de 25 ans. Alors que lorsque nous avons débuté il y a 4 ans, la moyenne était de 24 ans. Donc ça veut dire que sur 33 matchs, il y a eu un turnover. Un qui était justifié par notre vision qui était de laisser au repos tous les joueurs premium, considérés premium au ranking 1 durant les tournées d'été et pendant l'Automne Cup. On a une équipe de France qui a joué un certain nombre de matchs, 25, et puis notre équipe de France qui a joué 7 matchs, qui était une équipe de France développement. C'est là qu'on a eu l'occasion de faire monter en compétence des joueurs et leur permettre d'intégrer le 15 titulaire. Fabien Galtier, donc alors il y a beaucoup de choses sur ce principe de concurrence déjà, Philippe Spanghero, et puis on évoquera ensuite sur cette idée-là qu'il y a 2 équipes de France. Philippe. Je comprends en fait très bien son discours et c'est l'analyse qu'on avait fait la semaine dernière. C'était considérer finalement que des changements pouvaient être perçus par les joueurs comme une sanction. Et c'est clairement comme ça qu'il l'exprime. Moi, j'avais une vision un peu différente des choses par rapport à la proximité avec la Coupe du Monde, par rapport à la nécessité de faire souffler quelques joueurs et avoir aussi de nouveaux joueurs dans ce schéma de jeu en reconstruction quelque part, pas complète mais partielle du staff. On en a parlé aussi, on verra comment ça va se matérialiser contre l'Écosse, mais il y a des chantiers qui sont menés en ce moment du côté du staff. Mais l'analyse de Fabien, elle se tient. Ils sont cohérents quand même depuis le départ dans leur façon d'expliquer leur choix. Mais il n'y a pas de débat à avoir. Il y avait 2 visions qui n'étaient pas tout à fait identiques, qui pouvaient s'entendre les 2. Ils ont pris une option, ça se comprend. J'espère juste qu'ils auront raison par rapport en partie à la fraîcheur physique qui pose question. Julien Thomas, toi qui a évolué sous les ordres de Fabien Galtier justement, qu'est-ce que tu penses de cette presque non-concurrence qu'il y a?
Et bien plus il avance vers la Coupe du Monde, et plus c'est une hiérarchie pyramidale, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a les Gold, les intouchables, comme les Dupont, les Ntamak, et justement cette connexion qui veut créer avec les leaders de ce groupe. Donc eux seront toujours présents sur le terrain, je pense. Et ensuite il y a les deuxième et troisième groupe. Quand je vois par exemple Mohamed Awas, que j'ai pu avoir au téléphone dans la semaine, qui n'était 24e premier match et puis pas dans le groupe second et puis la titulaire parce que Antonio, alors qu'il avait fait ses premières sélections, c'était le numéro 1. Je pense qu'il n'y a pas de place affirmée à certains postes. C'est ce que veut dire Fabien, et ça par contre il le montre. Et par contre, si tu te loupes, tu peux rester sur le banc pendant un petit moment avec Fabien. Donc c'est pour ça qu'il fait cette émulation, mais il donne aussi quand même des clés en donnant des avertissements quand il le faut, sauf à certains leaders quand même. Ouais, mais il y a des leaders qui sont donc protégés. Est-ce qu'il n'y a pas un danger de faire plus de devoirs de mémoire que de sélectionner et de faire jouer ceux qui sont en forme au moment, à l'instant T? Philippe Manguero, est-ce que c'est pas dangereux de faire ça? Est-ce que tu comprends? Moi, Philippe. Philippe, le micro fermé. Hein. Julien. Non, mais je te rejoins. Vas-y Philippe, si tu veux. Pardon, non, mais je disais que cette politique de l'homme en forme, elle peut pas marcher à tous les postes et tout le temps. Sinon, on n'arrive pas à construire une ossature. Je crois qu'on a des garanties quand même suffisantes sur certains joueurs qui ont montré que ils assumaient leur statut. C'est le cas notamment de notre épine dorsale dont a parlé Fabien dans la presse cette semaine. Donc il y a une question. Il y tient énormément, ça. Il y tient énormément, et je crois que là-dessus, pour moi, à part à l'arrière où il y a un peu moins de certitude parce que c'est Ramos finalement qui a pris le poste depuis le moins longtemps. Mais Marchand, Aldrit, Dupont, Ntamak, ils ont quand même enchaîné les matchs et donné des garanties. Donc pour moi, il y a un sujet de fraîcheur physique du moment qui aurait pu être l'occasion de faire un peu tourner, parce qu'en plus on a un match délicat qui nous attend contre l'Écosse en termes de volume de jeu que vont nous proposer les Écossais, c'est certain. Et donc ça aurait pu être une option. Encore une fois, ils en ont choisi une autre. Mais je ne suis pas choqué qu'on ne soit pas dans la politique de l'homme en forme à tous les postes. On ne peut pas, si près de la Coupe du Monde, remettre en question autant de postes clés. Un point important avant d'évoquer le poste de demi-mêlée avec toi, Julien. D'abord, Philippe, dans ce que disait à l'instant Fabien Galtier, il disait que il y a une équipe de France avec les cadres, notamment pour le tournoi des destinations et pour la Coupe du Monde. Et puis il y a une équipe de France entre guillemets développement pour la tournée d'été et l'Automne Nations Cup. Est-ce que c'est pas dangereux de le dire aussi clairement? Au moins, il est tout à fait honnête et il le dit, hein, tu vois. Au moins, il fait pas de langue de bois. Est-ce que c'est pas dangereux de le dire aussi clairement comme ça pour les joueurs? Et aussi, je me pose la question des sponsors qui peuvent dire, bah attendez, pourquoi on paye aussi cher une équipe de France Développement pour l'été et l'automne par rapport au tournoi de destination? Enfin, cette clarté-là est-elle pas dangereuse de le dire comme ça aussi clairement, alors que officiellement, c'est pas une équipe développement? Juste Philippe, avant que t'abordes par rapport aux partenaires autres, mais ça s'appelait, t'étais sur la liste noire, ça s'appelait à une époque. T'étais sur la liste cachée, on disait. Et c'était la même chose en fait. C'était, si t'as besoin, eh bien, il t'appelait. Jamais un sélectionneur a dit l'été et l'automne, je mets une équipe développement, tu vois. Voilà, mais il l'a jamais dit aussi clairement comme ça. D'autres termes. Ouais, mais moi je trouve que c'est cohérent parce que c'était le cas sans le dire, puisque de toute façon déjà pendant la tournée d'été il y avait le problème de ceux qui jouaient les phases finales, les finalistes et même parfois les demi-finalistes qui pouvaient pas partir, et donc très souvent tu t'amputais de tes joueurs cadres, et même s'ils n'étaient pas pris, souvent vraiment les leaders étaient mis au repos pendant la tournée d'été. Je trouve que c'est plus sain de le dire. Et puis l'équipe de France Développement, ça a aussi du sens parce qu'on voit qu'il y a des vraies passerelles. On voit qu'il y a quand même des joueurs qui ont eu leur chance sur ces fameuses tournées d'été et d'automne,
et qui aujourd'hui ont franchi le pas, comme Moefana, comme Jaminet qui s'est révélé sur la tournée d'été en Australie en étant en Pro D2 et puis en trouvant une place de titulaire tout de suite. Donc finalement, cette équipe de France de développement, elle a toute sa légitimité. Avant de continuer sur les Bleus, juste quand même quelque chose qui vient de se passer en Pro D2 à Béziers. On est à la fin du match, 80 minutes et 8 secondes. Clément Ansley, le joueur de Grenoble, vient de marquer un essai. C'est l'essai de la victoire de Grenoble à Béziers. Le multiplex continue, hein, on y revient dans un instant, mais c'est un succès des Grenoblois et la transformation ne passe pas, mais Béziers chute à domicile face au FCG. Ça, c'est un point très important que je voulais vous dire. C'est pour ça que je vous fais une toute petite coupure dans cette page équipe de France pour vous signaler donc eh bien que Grenoble vient de s'imposer du côté de Béziers et c'est peut-être une surprise. On en parlera ce soir dans le conseil de classe. Retour rapidement à l'équipe de France avant de retrouver la Pro D2. Il y a la question aussi d'Antoine Dupont qu'on trouve parfois un peu émoussé, qui a fait 2 fois 80 minutes, qui n'a pas été remplacé sur les 2 premiers matchs. Fabien Galtier, encore une fois, eh bien, explique tout à fait ses choix, sans éluder la question. On écoute Fabien Galtier. Je l'ai vu, ça a été commenté, mais Antoine, cette année, il a fait 2 matchs en novembre et 2 matchs avec nous pour le moment. Ça lui fait 4 matchs. Donc notre capitaine, le joueur qui est considéré comme un des meilleurs joueurs au monde, aura fait 4 matchs pour le moment et peut-être 7. Pour nous, mettre les meilleurs joueurs sur le terrain, c'est le principe de sélection. Lorsque l'année dernière on a sorti Antoine et on a fait rentrer Max Lecou comme finisseur, c'était un principe de sélection cohérent. Aujourd'hui, sur les 2 matchs qu'on a joués, on a jugé que c'était pas nécessaire. Alors là, quand même, au moins, il est très clair, mais de nouveau, je me pose une autre question. Philippe et Julien, là, il dit clairement que quand Maxime Lucu était là, ça lui faisait pas peur de faire rentrer Maxime Lucu parce qu'il apportait quelque chose de supplémentaire ou un autre style, mais que là, les remplaçants, Le Garec, jusque-là, vous n'avez pas le niveau, en fait. C'est qu'il a pas confiance, quoi. Ou Couillou, c'est qu'il n'y avait pas la confiance dans ces joueurs-là pour les faire rentrer. Je trouve que le message, il est quand même, pour la concurrence, il est difficile. Il est dur, là, quand même, Julien. Il est très clair, ce que dit Fabien Galtier. C'est très dur. Là, le binôme Dupont-Maxime Lecu, c'est celui qui voit parfaitement pour la Coupe du Monde. Alors les autres, il y a rien à dire. Mais par contre, dans son management et dans son discours, c'est un étage, voire 10 étages en dessous pour tous les autres demi-mêlés. Que ce soit Le Garec, donc, qui s'est blessé. Il y avait le Colis aussi, quand même, qui était présent. Il y avait, qui s'est blessé. Il y avait là, du coup, Couillou qui a pas eu le temps de jeu. Et donc, ça veut dire que il n'a pas confiance et il n'a pas il voit pas en ces joueurs de mêlée le potentiel de remplacer Dupont quand il doit sortir. À part le Maxime Lucu, quand il le fait parfaitement, c'est son rôle et puis je pense qu'il l'a briefé pour être dans ce rôle-là, connaissant un peu Fabien Galtier. Mais ces joueurs qui sont le Couillou, Le Garec, je pense pas qu'ils comptent sur eux. C'est ça la problématique. Philippe, on termine là-dessus rapidement. Cette sortie-là, là pour le coup, cette sortie-là, elle est claire, mais elle est dure et elle est un peu surprenante parce que c'est vrai que il est toujours assez consensuel quand même. Fabien, il ménage un peu tout le monde et là, c'est assez dur, je trouve, pour cette concurrence au poste de demi de mêlée. Et au-delà de ça, je partage pas vraiment parce que tous les temps de récupération d'un joueur comme Antoine Dupont, qui a été peu utilisé en équipe de France, mais énormément avec le Stade Toulousain, coûte cher. Et je pense qu'il y avait de quoi le faire souffler à un quart d'heure de la fin contre l'Italie et au moins à 10 minutes de la fin contre l'Irlande quand c'était plié, quand on voit à quel point il a eu du mal à récupérer de ce match. Donc c'était aussi l'occasion de mettre en selle et puis de donner un peu de temps de jeu à ces joueurs pour leur donner confiance. Je partage pas tout à fait, mais bon, le discours de Fabien, de toute façon, il est entendable. Mais là, je suis pas complètement aligné. Ouais, c'est vrai qu'au moins il est honnête et clair, hein, Fabien Galtier dans ses propos. Pas de langue de bois et on le remercie forcément pour ça. Voilà donc pour cette page équipe de France.